toujours un bateau dans... Salut les yappeurs et les yappeuses. Bon écoute, on se retrouve juste après ce qui va suivre dans 2 minutes exactement. À tout de suite. Звать как? Старший сержант Калашников. Так, опускай. Товарищ капитан. Уходи, сержант. Война еще не окончена. Армии нужен пулемет. Bon ben je vous retrouve après cette intro et en fait vous allez comprendre pourquoi on voit des bécanes et des mecs qui tirent avec des mitraillettes, et ces fameuses mitraillettes ce sont quoi? Ce sont des Kalachnikov. Alors Kalachnikov et IZH, pourquoi? Tout simplement parce que c'est une des plus anciennes marques russes qui date de 1927, IZH. Et elle est fabriquée, elles ont été fabriquées depuis 1927, ces machines, dans une usine qui est une usine qui est basée en Russie. Et cette usine, elle s'appelle Izhvek. Alors, je ne sais pas si je prononce bien. Et pourquoi je vous parle de ça dans le cadre du voyage en Mongolie? Tout simplement parce que ces bécanes IZH, à l'époque la Mongolie était encore sous la tutelle de l'URSS, ça remonte à loin, enfin de la Russie quoi. Et non, pas de la Russie, de l'URSS, excusez-moi. Et en fait, parce que tu trouves quand tu es dans la steppe, les bécanes que tu trouves le plus fréquemment, et même s'il n'y en a pas beaucoup, ça se compte encore sur les doigts d'une main quand j'étais là-bas, c'était des IZH. Alors IZH, je le dis, donc ça date de 1927, c'est un ingénieur soviétique qui s'appelle Piotr Vladimirovitch Mokharoy, qui est mort en 1934 et qui lui a commencé par inventer donc un bicylindre en V transversal de 1200 cm3. Bon, donc je te parle de Piotr, ce mec qui était passionné de bécane, qui était comment dire, un ingénieur, et donc est né en 1888, qui est mort en 1934. Et ce mec-là, il a fabriqué des machines à vapeur, des planeurs. Il était complètement passionné et il voulait, faire de la bécane et fabriquer des bécanes. Donc, il a participé à des rallyes, sur des milliers de kilomètres. Donc, c'était un passionné de bécane. Et qu'est-ce qu'il a fait quand il est venu proposer sa moto dans l'usine d'Izhvek? Il a été recalé. Faut pas oublier que c'était le pouvoir soviétique à l'époque, les commissaires qui décidaient, si oui ou non on allait fabriquer
des bécanes, si c'était important, oui ou non. Et en fait, donc il est parti à Leningrad parce que sa première version a été refusée. Puis il a erré un peu comme ça jusqu'au moment où, quand il a représenté, parce qu'il a fait un 750, un 350, et puis quand il a représenté sa bécane à Ijvek, qu'est-ce qui s'est passé? T'as les commissaires qui ont dit que ouais, c'était des bécanes qui étaient intéressantes. Et donc qu'est-ce qui s'est passé? Lui, il était super content, ça faisait des années qu'il travaillait sur la bécane, qu'il était passionné, qu'il faisait, je dirais, ce qu'on appellerait de l'enduro ou du rallye, tout simplement. Et en 1934, il prend des vacances, et ce mec-là, il disparaît. Il disparaît complètement. Et quand il disparaît, il y a juste un télégramme qui arrive à l'usine dans laquelle on a produit ses premières motos, parce qu'il est parti à partir du moment où il savait que ses premières bécanes étaient acceptées, étaient produites. C'est des bécanes dont il s'était inspiré de ce qu'avaient fait les Allemands dans l'usine de Dresde. Et en fait, il y a un télégramme qui arrive à l'usine et on dit que Mozarov, là, il est mort dans des circonstances qui sont inexpliquées. Alors, il y en a qui disent qu'il s'est suicidé, et d'autres qui disent qu'il y en a qui l'ont aidé à mourir. Alors, à cette époque, il y avait en Union soviétique on n'aimait pas les gens trop intelligents, trop doués, et en fait, je pense qu'il était flingué. Et ce qui est totalement tragique parce que c'est l'inventeur de la moto soviétique, ce qui est complètement tragique, c'est qu'en fait on a retrouvé sa tombe en 2012, complètement par hasard, par des locaux qui étaient en train de se balader, et c'était sur un endroit sur lequel ils allaient construire une usine, et ils ont retrouvé sa tombe, sur lequel avait été écrit à la main, comme tu le vois là, ils avaient été écrit que ce mec-là était le créateur des premières motos soviétiques. Voilà, et qu'il était enterré ici de manière totalement anonyme. Voilà, c'est ça, cette histoire tragique. Quand on s'intéresse à l'histoire de la moto, et quand tu es en Mongolie, en pleine steppe, tu es en train de marcher, je faisais 50-60 km par jour à pied, tout seul. Tu es dans un espace qui est infini, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de clôture à franchir, tu n'as pas de lampadaire, tu n'as rien. T'as que les oiseaux qui volent au-dessus de toi. Les oiseaux, c'est quoi? C'est les aigles. T'as des ours dans les régions qui sont boisées. T'as des renards bleus, là, les renards bleus du désert. Voilà, et des chevaux, t'en as partout. Donc la première rencontre, je suis en train de marcher dans la steppe, là, comme tu viens de voir ces magnifiques paysages, et t'entends un crépitement qui vient de tu sais pas d'où. Tu regardes à droite, à gauche, tu vois rien. T'entends juste le son, parce que c'est le vent qui t'apporte le son. Et puis à un moment, tu vois au loin un gars, ou tu sais pas, mais en tout cas, tu vois un mec qui est sur une moto, sur un sidecar. Et il arrive au loin comme ça, en se dirigeant. Il t'a vu, tu comprends qu'il t'a vu, même s'il est tout petit encore, tu comprends qu'il vient dans ta direction. Et ça, c'est la première rencontre. Donc au bout de 3-4 minutes, le gars arrive vers moi. Il porte un bol, là, un bol en cuir, tu sais, un vieux truc, quoi. Et pas de gants, il est avec sa tenue traditionnelle. Et là, il te regarde, il reste sur la moto, il éteint la moto et il te regarde. Voilà, donc il y a, faut bien se dire, la grosse surprise de la rencontre, autant pour lui que pour moi. Donc il te dévisage, il te crie un San Baino. C'est plus le son est long, plus ça veut dire bonjour en mongol. Plus je dirais le bonjour est chaleureux. Et puis voilà, il te regarde, il te dévisage. Il regarde comment t'es habillé, il se dit mais qu'est-ce que c'est que ce taré là qui est là tout seul?
que pour eux, c'est pas envisageable d'être tout seul dans la steppe, parce que tu peux y mourir. Et ils savent très bien que tu peux y mourir. Donc dès qu'ils trouvent quelqu'un dans la steppe, à pied, si eux ils sont en moto, avec une vieille voiture ou avec un camion, s'ils te voient, même à 1 kilomètre ou 2, ils vont faire le détour et ils vont venir te chercher. Et ils vont te supplier vraiment de monter avec eux. Bon, là, le gars, il me regarde. Et moi, je regarde aussi. Et je parle pas sa langue, hein, je comprends rien à ce qu'il me dit, de toute façon. Et lui, il comprend rien à ce que je dis non plus. Donc, il me regarde. Et puis là, il voit que je regarde sa moto, son side, là. Et il faut voir, il n'arrive pas par une route. Hein, il arrive, comme tu viens de le voir, il est dans la steppe. Là, il y a des hautes herbes à l'époque à laquelle je suis. Vraiment des hautes herbes et avec des grosses caillasses de 20 cm de diamètre. Et lui, il est là et il tend la main vers sa moto. Alors tu demandes ce qu'il veut. Tu dis tiens, il veut que je monte. Puis en fait non, il veut que tu essaies sa bécane. Alors bon, je me suis dit non, putain, je vais pas lui péter sa bécane. Et puis j'avais jamais roulé sur un side, moi je savais pas comment on faisait. Bon, puis écoute, j'y suis allé quoi. Et puis j'ai fait un tour avec sa bécane, en prenant bien le soin de le garder toujours, je dirais, en vue, parce que t'as vite fait de te perdre dans ces espaces-là. Et puis, de toute façon, le mec, il s'inquiète pas, lui, hein, il sait que tu vas revenir. il sait très bien que tu vas revenir. Donc voilà, je reviens, il me regarde, il me fait un grand sourire, et puis... il me fait comprendre qu'il va reprendre le guidon et puis il m'invite à monter dans le panier. Alors je monte dans le panier, j'avais un énorme sac à dos, je sais pas, il faisait 30-40 kilos, j'étais parti moi pour vivre en totale autonomie, tout seul. Et là je monte dans son side et là on fait je sais pas combien de kilomètres, le temps me paraît long, mais vraiment long. Et t'as mal, ça te casse les reins, ça te casse le dos, t'en peux plus parce que tu roules pas vite, hein, tu roules à 10, à 20, à 30 maxi quoi. Pourquoi ? Parce que tu peux pas rouler plus vite de toute façon. Et là on arrive dans une sorte de village qui compte plusieurs maisons en bois, alors pas comme celle que tu as vue au début, là c'est vraiment paumé. T'as des villages, des maisons qui ont été construites en rondins de bois, comme celles que tu trouves au Canada, là, et avec les quelques arbres qui poussent dans le coin. Et là il fait un tour avec la bécane, enfin il tourne sur place, hein, avec la moto, ça crépite, ça fait du bruit. Et en fait, il attire l'attention de tout le monde. Alors, t'as les gens qui étaient occupés. Il y avait une grand-mère qui était en train de traire une jument, là, qui s'arrête, qui nous regarde. Et puis lui, il s'arrête, il coupe le contact. Et là, il commence à parler en mongol à tous les gens qui se sont approchés. Et là, tu sens qu'il est fier parce qu'il est en train de te présenter un trophée. Un trophée, c'est-à-dire c'est toi le trophée. Hein, il t'a trouvé dans la steppe, il t'a sauvé peut-être. C'est peut-être ce qu'il est en train de dire. Tu sais pas ce qu'il est en train de dire de toute façon. Et là, il est super content. Il a des grandes intonations dans la voix. Et puis il y va. Et tous les gens te regardent. Ils te regardent lui. Il te regarde toi. Et il te regarde avec, avec bienveillance. Il s'approche de toi. Il te regarde. Il te dévisage des pieds à la tête. Et ils disent, c'est quoi ce mec là tout seul ? Mais qu'est-ce qu'il fait tout seul ? Et elle est où sa yourte ? Parce qu'ils te voient, je dirais, naviguer sans yourte, quoi. Eux, ils ont toujours une yourte avec eux. Et voilà, ça dure quoi ? Ça dure une demi-heure, le temps. Et là-bas, il n'y a pas de notion de temps. Tu vois pas quelqu'un 2 minutes et tu t'en vas. Non, il n'y a pas de notion de temps. Ça dure une demi-heure, 1 heure, je m'en souviens plus. À un moment, tout le monde se disperse. Le gars il remonte sur sa moto, il me fait un grand coucou avec un énorme sourire et il s'en va. Et là, je suis dans ce village et je dis merde, putain, il faut que je retourne là où il m'a, là où il m'a monté quoi. Donc t'as peut-être à 20 bornes, 30 bornes. Et moi j'étais en train de me diriger vers les 4 montagnes plus loin, c'est ce qu'on m'avait dit, c'était l'expression. Il fallait que j'aille 4 montagnes plus loin. Quand on m'avait indiqué le chemin, c'était ça ce que ça voulait dire, 4 montagnes plus loin. Et là, je me suis tapé 20 ou 30 bornes pour rebrousser chemin jusqu'à l'endroit où le mec m'avait pris.
Et j'ai dû terminer la soirée, enfin cette journée de marche là, j'ai dû la terminer au coucher du soleil, planter ma toile de tente, et voilà. Bon, je suis content de partager avec vous cette expérience de voyage et de moto surtout. Si vous avez aimé cette vidéo, lâchez un commentaire, un pouce bleu, bien sûr, vous savez bien que ça aide une chaîne. Et puis, abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas abonnés. Et je vous dis à la prochaine, il y aura plusieurs épisodes dans cette série. Et je vous dis à très très bientôt les yappeurs et yappeuses. Allez, à ciao. J'ai troqué mes clics et mes claques contre des cloques et des flaques. Mon sac à dos pour oublier qu'avant c'est toi qui me pesais. Ce qui m'emmène, ce qui m'entraîne, c'est ma peine plus que la haine. Oh ma route, oh ma plaine, Dieu que je l'aime. Et tourne dans ma tête les images du long métrage où tu es belle et moi la bête, et la belle n'est jamais sage.